Ils sont riches, ils sont célèbres, ils jouent devant des millions de personnes. Mais quand le stade s'éteint, ils rentrent chez eux, ils sont vides, ils sont brisés, parfois même au bord du gouffre. Donc, dans le football, on parle souvent de tactique, de talent, de physique. Mais il y a un sujet dont on ne parle pas très souvent, c'est le mental. Bienvenue dans Football Undercover. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est souvent méconnu, mais qui a une place très importante dans le football. Donc, la santé mentale et vraiment la préparation mentale. Bienvenue à notre invité, Chris Coffey. Bonjour. Chris, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, que tu te présentes. Donc, je vais d'abord présenter mes acolytes qui m'accompagnent à chaque émission. Nicolas Olungu, ancien footballeur pro et qui est devenu coach. Nico, ça va? Ça va et toi, Ça Patrick? se passe dans les vestiaires? Ça va, pour le moment, tout se Super. passe bien. Tika, comment tu vas? Je vais bien aussi, Patrick. Alors, la Merci. période des transferts, ça chauffe là, les téléphones, ça commence à appeler. On reçoit déjà les messages pour savoir comment ça va se passer, quels clubs sont disponibles. Donc voilà, donc avant de revenir à notre invité du jour, je rappelle à ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de vous abonner, regardez, allez sur notre YouTube et commentez. Donc par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, mettez un like et commentez. Donc Chris, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est super content de t'avoir. Tu es vraiment un invité spécial, hein, je peux le dire. Tu es quelqu'un qui, d'une certaine manière, travaille dans l'ombre, mais dont l'impact peut avoir, qui peut changer une carrière, ça peut booster vraiment une carrière. Exactement. Donc, je te laisse l'honneur de te présenter. Voilà, je me présente, je suis Chris Coffey, donc préparateur mental. Et c'est un parcours que j'ai commencé, on va dire, dans la période Covid. Parce que j'étais on va dire, en recherche un petit peu de ce que j'allais pouvoir faire. Et c'était naturel, en fait, parce que, ayant joué au foot aussi avant, plus jeune, j'ai eu ce sentiment-là aussi d'abandon, si je peux dire ça comme ça, parce que à un certain moment, j'ai compris tardivement en fait que j'avais du potentiel, mais j'ai pas su justement avoir quelqu'un à côté de moi qui pouvait me le faire comprendre en fait, parce que moi-même je le comprenais pas. Pour moi, c'était naturel, et du coup, le manque de confiance en soi m'a un peu cassé. Et je disais souvent que j'aimais beaucoup les êtres humains, j'aime l'humain, j'aime aider, etc., etc. Et quand j'ai arrêté le foot, j'avais besoin de quelque chose, parce que quand on arrête, peu importe l'âge, je pense, on a on fait un petit deuil comme ça par rapport au football. Et cette période-là, elle était assez bizarre parce que je me disais, oh, du jour au lendemain, voilà, je ne vais plus jouer au football, je peux plus. Et là, bon, voilà, ça a commencé parce que voilà, j'ai pris mes études supérieures. J'ai fait un bachelier en tourisme, rien à voir. Et après ça, de fil en aiguille, j'ai commencé un petit peu à travailler dans l'entrepreneuriat et tout ça avec un ami. Et puis justement, la période Covid a fait que on a dû stopper les activités. Mhm. Et là, j'ai deux neveux à l'époque qui étaient dans le sport, donc un dans le foot, un dans le basket. Et voilà, je me disais, mais vu que j'aime ça, mieux vaut les accompagner parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire, etc. Et puis là, j'ai voulu me diriger vers une école en France qui s'appelle l'EAJF. Et bon, c'était assez coûteux et onéreux pour faire les allers-retours aussi pour moi. Niveau logistique, c'était pas possible à cette période-là. Et là, je me suis orienté vers le coaching. Et donc, je visais justement la préparation mentale parce que j'étais tombé dessus via justement des recherches que je faisais sur les réseaux, sur les détections, comment ça se passait, etc. Et puis, j'ai vu un ancien boxeur qui s'était reconverti en tant que préparateur mental. Et là, je me suis dit, OK, j'ai trouvé quelque chose. Parce que quand j'ai arrêté le foot, j'ai commencé à faire de la course à pied. Donc, les 20 km de Bruxelles. Et Tu es resté malgré tout dans le sport, quoi. oui, je suis resté. J'avais besoin de quelque chose qui me gardait compétitif, on va dire. Et donc voilà, mon entourage me disait souvent ouais, mais c'est facile pour toi, tu te lèves à 6 heures, tu vas courir. Je dis non, c'est pas facile. Donc j'ai commencé à me filmer tout bêtement, en fait, à me dire voilà, je sors à 6 heures, etc. Hein. Et quand j'ai vu que je pouvais faire de cette passion de partager un métier, c'était naturel, en fait. Et donc la préparation mentale, ça sonnait comme une évidence. Mais voilà, c'est pas un chemin facile non plus parce que voilà, il faut se faire connaître, etc. Et soi-même, en fait, mentalement, il faut être solide parce que euh, j'aurais pu, entre guillemets, me faire connaître un peu plus tôt. Mais voilà, j'ai aussi mes challenges à moi aussi qui ont fait que je devais prouver que moi-même, d'abord, j'étais mentalement prêt Mhm. avant de pouvoir aider d'autres personnes. Et aujourd'hui, voilà, je suis très content de pouvoir partager avec d'autres joueurs parce que quand je parle vraiment avec mes tripes et je pense que
ça se ressent et ce qui est beau, c'est qu'il y a déjà du résultat. Et ça fait plaisir. Voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Donc, par rapport à vraiment à ton métier de préparateur mental, donc comment ça se passe vraiment, au niveau de ta formation? Donc comme tu dis, tu as suivi une formation un peu en France et ici en Belgique aussi, est-ce que vraiment il y a des métiers spécifiques qui peuvent vraiment t'amener dans ce genre de domaine ici en Belgique? Bon, la formation en France, je ne l'ai pas faite, hein, finalement. Je, je suis resté en Belgique, justement, parce que voilà, j'ai cherché quelque chose ici. Donc, j'ai commencé dans une école qui s'appelle l'École internationale de coaching. Mhm. Et donc là, c'était en plusieurs phases. Il fallait d'abord que je fasse d'autres formations avant de faire la préparation mentale. Donc, ça fait que je me suis formé en business coaching, en neurosciences, en coaching de vie, en gestion du stress. Et puis, j'ai fini par la préparation mentale. Donc ça, c'est en Belgique. Et ce qui était bien, c'est que comme c'était pendant le Covid, bah, ils l'ont fait en ligne. Et voilà, j'ai suivi ça de chez moi. Et voilà. Et toi, quand tu étais encore joueur, ton mental, il était comment? Ah, il était bas, justement. Et c'est assez drôle parce que en faisant une introspection, je me suis rendu compte qu'il y avait un match. J'ai eu un sursaut d'orgueil parce que, en fait, c'était un coach qui m'a déplacé sur le terrain. Parce que j'étais habitué, parce que bon, voilà, je suis né en Côte d'Ivoire et j'ai souvent joué attaquant et j'aimais beaucoup le poste et tout ça, je sais marquer et tout ça. Mhm. Et j'ai perdu, entre guillemets, un peu de temps avec ça parce que je joue attaquant, mais voilà, j'ai pas nécessairement le placement qu'il faut et tout ça. Donc, je me sentais toujours un peu pas à la hauteur parce que j'étais souvent hors jeu, je revenais pas. Et du coup, quand j'étais hors jeu ou bien quand je finissais pas mes actions, bah, j'étais tête baissée, je me disais, purée, bah, je sers à rien ici, etc., etc. Et ce coach-là, il m'a replacé en tant que 6. Et ma vision du jeu a changé. Je me suis dit, purée, autant d'années perdues alors que j'aurais pu le faire depuis le départ. Et là, en fait, bah, ce match-là, j'ai été vraiment j'ai été chamboulé. En fait, je comprenais pas. Je dis, mais on est mené 2-0, il n'y a personne qui réagit. Et on a gagné 3-2 parce que j'ai eu ce sursaut d'orgueil-là. Et je me suis dit, mais Mhm. purée. Et même sur le moment, en C'est vrai fait, qu'il y a un replacement sur le terrain. oui, il m'a replacé sur le terrain. Donc, du coup, en tant que 6, je voyais d'autres choses. Donc, j'étais plus défensif, plus combatif. Et mais même à ce match-là, il m'a pas nécessairement fait voilà, féliciter ou faire remarquer quelque chose ou quoi. C'est maintenant vraiment avec le recul que je prends que je me rends compte que voilà, en fait, c'est ce qui manque en fait. C'est ce qui Chris, manque aux joueurs. c'est ce qu'on dit. Avant même de parler des joueurs ou qu'est-ce que c'est vraiment un coach mental ou un préparateur mental, tu as dit que, parce qu'on va parler un peu des coachs, parce que Nico a eu l'occasion de te demander comment toi tu étais comme joueur, mais est-ce que on devrait pas plus préparer les coachs justement à ça pour aider les joueurs? C'est dans les deux sens. Franchement, c'est vraiment dans les deux sens parce que les joueurs ont besoin justement d'être accompagnés par leur coach, comme les coachs aussi ont besoin de, entre guillemets, savoir quoi dire à leurs joueurs. Mais les coachs ont peut-être même plus besoin d'être accompagnés parce que eux, ils vivent encore plus la pression. Parce Exactement. qu'aujourd'hui, le coach, il est là. Lui, demain, le mauvais résultat, il est Il peut viré. sauter, Il peut exactement. pas aller pleurer chez quelqu'un dans le club, dire, oh, je vais pas bien, parce que des gens vont dire, oh, Exactement. ce coach, il vient pleurer chez nous, qu'est-ce qu'on va faire avec quelqu'un comme ça? Exactement. Est-ce que pour le coach, c'est pas plus difficile qu'un joueur même? Franchement, c'est comme tu viens de dire, hein, c'est à eux en fait. Est-ce que c'est pas peut-être un déni ou peut-être le fait de ne pas se dire bah j'ai pas besoin d'accompagnement. Mais je pense qu'effectivement c'est très utile. C'est très utile parce qu'un coach euh, il doit prendre des décisions chaque semaine Mhm. et comme tu dis Des fois, des bah décisions très difficiles Mhm. très qui ont un difficile, impact, hein. très difficile. Parce que je l'ai pas dit, mais moi aussi j'ai commencé à coacher depuis l'année dernière et je me rends compte que voilà quand tu gères un groupe de 20, 22 ou 23 joueurs. C'est de la psychologie un peu comme ça. Voilà. Et t'as pas toujours le temps parce que en plus, dans les clubs amateurs, t'as quoi? T'as 1 heure d'entraînement. Après, les petits ont envie de partir. Donc, t'as pas vraiment le temps de faire le travail que tu veux. Donc, ce qui est bien, c'est que ça m'a aussi apporté de ce côté-là de me dire, OK, comment est-ce que je peux accompagner ces jeunes tout en étant coach? Et j'ai trouvé ma stratégie à moi. Mais ça reste encore limité parce que bah, j'ai pas le temps que j'aimerais avoir en fait avec eux. Donc, ce qui fait que bah, quand tu as des coachings individuels, c'est encore plus intéressant parce que tu peux pousser. Et c'est pareil pour les coachs. Les coachs aussi, ça serait super qu'ils puissent être accompagnés aussi mentalement parce que c'est vrai que ils peuvent pas le dire, on va dire devant les médias, voilà, je suis cassé ou ceci, cela. Mais avec une personne justement en aparté qui peut les comprendre et qui peut les accompagner, je pense que ça pourrait effectivement leur donner autre chose et leur permettre Parce d'être qu'on encore a quand même plus. vu des coachs comme Klopp qui ont fait des burn-out. Ouais. Lui, il a dit clairement que ça n'allait pas.
Guardiola, quand il a quitté Barcelone, il a aussi dit qu'il y avait trop de pression. C'était des clubs vraiment très, très compliqués. Ouais. Euh, mais est-ce que eux, avant tout, ne sont pas responsables, parce que déjà de leur noyau, mais responsables de la santé mentale quand on vient des joueurs? En partie, parce qu'après, le football, c'est tout un écosystème, hein. On prend par exemple l'exemple du Real Madrid. Tout le monde ne peut pas coacher le Real Madrid, voilà, pour certaines raisons. Donc les grands clubs, c'est des pressions différentes, c'est des enjeux différents. Donc il y a le coach, oui, c'est vrai qu'il prend ses décisions, mais après, je pense que voilà, toi aussi qui es agent, Mhm. bah, quand un joueur aussi il a un type de contrat assez particulier, bah, tu peux pas le bouger comme ça, comme tu veux. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Gérer les égos dans les vestiaires. Le président du club, il faut gérer tout ça en fait. Donc, il a sa responsabilité parce que c'est lui qui fait le 11 peut-être de départ. Mais après, il y a des informations qu'on n'a pas, donc on ne sait pas nécessairement comment est-ce qu'il gère, euh, le club gère en fait les joueurs dans leur entièreté. Donc, je pense que oui, le coach a sa responsabilité, mais c'est tout un écosystème parce que de ce que je comprends aussi, c'est que bah, quand tu as des challenges aussi au niveau des groupes comme ça, on regarde aussi au niveau du directeur sportif. Parce que c'est pas lui qui est le problème, etc. Pourtant, effectivement, c'est pas lui qui tape dans le ballon, c'est pas lui Pourtant, qui c'est est des le gens qui coach. font partie de l'écosystème et qui peuvent ressentir cette pression Exactement, aussi, je pense, hein. exactement. Et donc, moi, je voulais surtout recentrer ça sur toi. Donc, par exemple, toi, comment tu fais pour travailler? Donc, qui, par exemple, prend contact avec toi? Est-ce que ce sont des clubs, des joueurs, des agents, des parents? Hmm. Ou est-ce que c'est vraiment toi, via ta publicité, qui arrive à vraiment, vraiment attraper les gens par rapport au Mhm. sujet? Donc, comment on fait pour rentrer? Bah, effectivement, il y a toutes les options que tu as dites qui sont envisageables. Pour l'instant, j'ai surtout exploité on va dire le bouche à oreille, si je peux dire pour l'instant. Parce que c'est une année, en fait, où je suis vraiment, on va dire, en plein décollage. Donc, je suis en train de m'organiser aussi à ce niveau-là. Donc, ça fait que bon, je collabore aussi avec iFrec, Mhm. avec qui voilà, on envoie des joueurs aussi. Donc, ça me permet aussi de les accompagner aussi. Et ceux qui sont intéressés bah, viennent me voir, coach, voilà, est-ce que c'est possible d'être accompagné mentalement aussi? Donc, là aussi, on commence aussi des sessions tout doucement. Donc, effectivement, ça peut être des parents, ça peut être des agents, ça peut être. Effectivement, des agents, c'est encore un peu plus intéressant quand ils ont des joueurs qu'ils veulent. Entre guillemets, peut-être qu'ils voient le potentiel du joueur et se disent, bah, celui-là, il peut être professionnel, il a besoin, par exemple, de telle ou telle chose. Bah, à ce moment-là, c'est encore plus intéressant parce que quand je viens, bah, c'est ciblé, je sais directement qu'est-ce qu'il faut travailler et comment le faire. Les parents, c'est un peu la même chose aussi. Quand tu as des parents, justement, qui ont des enfants qui sont dans des clubs, chez les jeunes, dans les clubs pro, Mhm. c'est aussi la même démarche. Et qu'est-ce que toi tu dirais aux parents, parce que qui forcent les enfants à jouer, qui les poussent non-stop? C'est quoi la méthodologie? Est-ce que c'est la bonne façon de faire pour que son fils devienne pro? Bah, ça dépend si le joueur a envie de le faire. Parce que si le joueur a envie de le faire, ça peut arriver effectivement qu'il ait des moments où voilà, il n'est pas au top. Bah, si son parent le pousse, là, c'est bien. Mais quand le petit, faut que ça reste d'abord, comme on le dit souvent, il faut que ça reste un plaisir. Donc du coup, si tu as un jeune joueur qui a peut-être, ça dépend de l'âge aussi, quand il a, je sais pas moi, 8 9 ans, 10 ans, même voire 15 ans, s'il n'est pas dedans, ben, il n'est pas dedans. Maintenant, après, c'est lui qui doit le voir. Moi, j'ai vu ça avec mon neveu, justement, pendant le Covid. Il avait, je pense qu'il avait, pendant le Covid, bon, je sais plus trop, 14 15 ans, quelque chose comme ça. Mais j'étais toujours derrière lui, je me disais, mais gars, il me dit, oui, non, mais voilà, tonton, je veux devenir professionnel, etc. Je suis OK. Donc, on a commencé des sessions et tout ça. Et puis, à un certain moment, il dit, ouais, on va aller courir. Il me dit non. Enfin, il n'a pas envie. C'est vraiment aussi qui dit, ouais, mais non, c'est bon, laisse-le. Aujourd'hui, il a 18 ans, mais je ne vous dis pas les efforts qu'il est en train de faire. Mais je me dis, mais est-ce qu'on n'a pas perdu du temps? J'espère qu'on n'a pas perdu du temps. Mhm. Mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte parce que les adolescents, ça change. D'ailleurs, le club où j'ai commencé à coacher, tu as des joueurs qui font aujourd'hui du foot, demain ils font du karaté, après ils font du tennis. Mhm. Donc il y a tout ça à prendre en compte en fait. Donc d'une certaine manière, le parent aussi, c'est à lui aussi d'accompagner son enfant et de voir un peu, bah, en fait, bah, ce gosse, qu'est-ce qui l'intéresse vraiment ou quel est le sport qui pourrait être plus adapté pour lui. Moi, je vais remonter aux prémices. Quand j'étais dans les centres de formation, j'avais jamais vu de préparateur mental. Moi, je Ouais. pense qu'un préparateur mental doit avoir de la place comme un préparateur physique aujourd'hui dans les clubs. Mais
c'est vrai que maintenant, il y a un peu d'organisation dans Mhm. les clubs. On commence à mettre des préparateurs mentaux. Mais c'est quoi vraiment un préparateur mental? Qu'est-ce que tu fais pour que un joueur soit bien? Avant qu'il soit mal, évidemment, Exactement. mais qu'est-ce que tu fais avant ça? Donc, Et après, en qu'est-ce que gros, tu fais? comment Ouais, s'organisent un peu tes séance, séances, ouais. c'est ça? Mais en fait, en général, ce qui est top, c'est que c'est quand le joueur vient, justement, on commence les sessions quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, il y a une partie. Ce qui est bien, c'est que comme j'ai une palette entre guillemets, de certificats et qui me permettent de voir plusieurs choses, parce que j'ai pas seulement que la préparation mentale football, ben j'ai l'aspect, en fait, entre guillemets, de vie aussi. Donc, je vois vraiment le joueur dans son entièreté. Et moi, ce que j'aime bien travailler avec le joueur, c'est son identité avant tout. Parce qu'un joueur qui a confiance en lui, bah, tout le reste va suivre. Oui, je pense que si tu as une identité de vie en dehors du foot, Exactement. tu vis beaucoup mieux. Parce que Exactement. pour vivre même le football, il faut être fort mentalement, mais il y a vraiment la vraie vie dehors Exactement. qui, il faut tenir le choc Voilà. réellement, quoi. Donc, c'est vraiment cet accompagnement-là, en fait. C'est d'abord être dans la prévoyance, de voilà, connaître le joueur, savoir ce qu'il aime bien, ce qu'il n'aime pas, etc. Et puis voilà, on parle, en fait. Tout simplement, c'est une discussion. Mais dans la discussion, c'est que moi, je sais aussi où est-ce que je vais aller chercher les informations qui vont être utiles pour lui peut-être plus tard. Parce que au début, voilà, justement, j'ai un joueur qui disait récemment à sa maman que voilà, il comprenait pas trop le but de la séance parce que voilà, c'était un peu léger, on va dire. Mais moi, pour moi, c'était tout aussi intéressant parce que je comprenais son environnement. Et ça me permettait de savoir ben, comment est-ce qu'il organise sa semaine, comment est-ce qu'il vit quand il est au centre, quand il quitte l'internat, quand il revient à la maison, comment est-ce qu'il gère tout ça. C'est important parce que si jamais je lui demande de faire quelque chose qu'il n'a pas fait, je sais pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait. Et s'il a un moment où c'est un peu plus difficile, ben je sais que par exemple, peut-être à la maison, il y a un challenge, peut-être au niveau des parents, il vit une semaine sur deux chez l'autre, etc. Ben, tout ça, c'est important. Et je pense que j'ai peut-être oublié le nom du joueur, mais il y a eu un joueur justement qui a eu ça il n'y a pas longtemps et qui a craqué comme ça sur le terrain. Et après, on s'est rendu compte que, en fait, il avait vécu quelque chose dans l'enfance qu'il avait un petit peu Qui avait marqué. cassé. Comment? Qu'il avait marqué. Qu'il avait marqué, voilà. Et bah, du coup, ouais, il est sorti de ses gonds, mais on n'a pas compris. On s'est dit, ah, il a ramassé un carton rouge, mais alors que ça vient de l'enfance, il y a un challenge derrière qu'on n'a pas géré parce qu'on a juste vu le talent du joueur. On s'est dit, bah, il est bon. Mais il est bon, mais on sait tous que le football, une fois que tu n'es pas bon, bah, on te met à côté et puis on prend un autre. Donc, du coup, moi, j'aime beaucoup voilà, travailler le joueur, surtout quand je sais qu'il a un potentiel et qu'il peut vraiment devenir footballeur parce que entre guillemets, c'est son plaisir, mais c'est aussi notre plaisir aussi de le voir briller parce qu'on aime voir aussi des belles choses aussi à l'écran. Et quand j'en vois comme ça, voilà, je travaille vraiment les détails et je vais vraiment le chercher vraiment oui, dans le détail en fait. C'est vraiment du détail. En tout cas, moi, personnellement, je travaille beaucoup dans le détail. Je vais faire attention. Bon, quand je le fais en groupe, par exemple, je vais faire attention à l'état de la pelouse. Je vais faire attention même à la direction du vent. C'est important aussi D'accord. pour gagner des matchs. Le soleil, des fois, je le dis pas. Voilà, du coup, je le dis. Mais voilà, je fais attention à ça parce que quand je sais que voilà, j'ai le soleil dans les yeux, je vais jouer différemment. Peut-être que je vais insister quelque part chez mes joueurs ou pas. Donc tout ça, c'est des observations. Récemment, par exemple, on a eu un match et j'ai fait comme chez les pros, je les ai fait reconnaître le terrain. Ils sont arrivés sur le terrain, c'était un terrain boueux, donc ils ont vite compris que ce terrain-là, ils ne sont pas habitués à jouer dessus parce qu'ils jouent toutes les semaines sur le synthétique. Ça va être plus difficile parce que les courses vont être plus lourdes pour eux. Donc tout ça, c'est de la dépense Ouais, d'énergie, il les faut le efforts sont comprendre. totalement différents en fonction du terrain. Exactement. Donc tout ça, voilà, autant au niveau groupe et au niveau individuel, c'est important de pouvoir travailler dans le détail. Et donc, Moi, je vais juste rebondir sur une petite chose que tu avais dit. Donc, c'était quand le foot s'arrête. Ouais. Donc, comme tu le sais, ben, chaque joueur, quand c'est le jour, quand le jour s'arrête, c'est douloureux et voilà, c'est dur même de sortir de là, Mhm. tu vois. Et déjà, la première question, c'est toi, comment t'en es sorti? Avant que je te pose autre question, mais comment t'en es sorti une fois que le foot s'est arrêté, une fois que tu t'es dit, ça y est, c'est fini, comment tu t'es senti? Franchement, comme j'ai dit, hein, j'ai eu vraiment une période de deuil. Ça n'a pas duré longtemps, heureusement. Peut-être parce que voilà, j'étais amateur, ça n'a pas duré longtemps. Mais les études ont vite pris le dessus parce que voilà, je devais me concentrer sur mes études. Voilà, j'ai dû aussi quitter la maison très tôt, donc voilà, il fallait me gérer dans l'immédiat, là, comme ça. Donc voilà, je me suis concentré sur mes études. La première année, ça n'a pas été. Donc du coup, après, j'ai eu à travailler sur le côté.
Donc j'ai découvert de nouvelles choses en fait. Bon, moi j'ai arrêté à 21 ans, donc du coup c'était une période un peu où je pense que j'ai découvert des choses qui ont fait que voilà, je suis resté accroché à ces choses-là. Ça m'a développé en tant qu'être humain. Et c'est de là, je pense même que c'est parti comment je vais dire ça? Cette envie. Ce mindset en fait a commencé à germer. Mhm. Et donc du coup, bah après tout s'enchaînait de manière logique en fait. C'est que des fois, bah, on se rend pas compte. Je pense que c'est seulement après qu'on se dit ah en fait c'était juste un passage en fait. Mhm. Parce que certains vont devenir pros. Certains sont amenés comme moi justement à devenir préparateur mental, mais tu le sais pas dès le départ que tu vas devenir préparateur mental. Mais c'est ton parcours de vie qui t'emmène vers ça. Mhm. Et donc du coup, c'est pour ça que je dis que quand je parle aujourd'hui, je parle avec voilà, mes tripes, je parle vraiment parce que je suis passé par là, Mhm. j'ai compris. Mais effectivement, quand tu sors de là, si par exemple tu étais en centre de formation, c'est encore plus difficile parce que tous les jours tu viens par exemple avec un logo d'un club qui est très important. Mhm. Si t'es pas accompagné justement, bah, tu vas te dire bah, je vais finir pro, alors que non. Mhm. Donc tout ça, c'est important à prendre en compte. Mais maintenant, donc, la suite de ma question, c'est quand tu étais joueur à ce moment-là, si tu aurais eu une personne comme toi, tu penses que quelque chose aurait changé dans ta tête à ce moment-là? Bien sûr. Je pense bien. Je pense que oui, parce que euh, bon, on va dire que quand je suis arrivé en U19, j'ai eu un coach qui venait de Bruxelles. Et c'est ce coach-là, en fait, qui a déclenché quelque chose. Mhm. Parce qu'il m'a pas nécessairement parlé sur les termes pour me dire, en fait, tu as du potentiel. Mais le fait de savoir que j'étais en U19, à l'époque, comme on disait, nationaux, bah, voilà, c'était pas rien. C'était pas rien. Et jusqu'au jour où voilà, j'ai fait l'erreur d'aller à l'Agora, me blesser, etc. Et il m'a mis sur le côté avec un autre club. Et j'avais l'impression que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? J'étais vraiment ailleurs. J'étais vraiment comme si j'étais prêté, en fait. Mhm. Et j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis 2 mois après, il me rappelle, il me ramène dans le noyau. Et moi, dans ma tête, je suis bloqué parce que j'ai des joueurs du Bruxelles qui sont là, qui ont un certain niveau. Moi, je me sens pas à la hauteur et il faut assumer. Et donc, du coup, ben, quand tu sors de là, tu as un autre coach qui vient qui te dit, au fait, non, t'es pas 6. T'es pas 9, mais t'es 6. Mais il y a quelque chose qui s'est créé, en fait. Ça crée une dynamique, ça crée une manière de jouer. Et voilà, ça m'a boosté, ça m'a changé, en fait. Ok. Et tu te serais donné quoi comme conseil à ce moment-là? Ben, je pense que oui, le conseil que je me serais donné, c'est, en fait, je me serais dit, en fait, ça se voit que au pied, t'as quelque chose. T'es technique. Et il faut travailler sur certains points. Parce que moi, par exemple, mon plus grand problème, c'était mon placement. Je me plaçais pas bien et j'avais pas confiance en moi parce que pour moi, bah, le Brussels, c'était là et moi, j'étais là. Et donc, du coup, bah, quand tu joues avec eux et que ça va vite, t'en as un ailier qui est très rapide et que t'arrives pas à suivre, t'es tout le temps hors jeu, tu baisses la tête, le temps que tu te lèves la tête, bah, la balle est déjà revenue, t'es encore hors jeu parce que t'es pas assez vite revenu. Bah, je me serais dit, bah, en fait, reste focus parce que le match, c'est 90 minutes. Donc, sors pas de ton match, on fait tout ce que tu pourras penser ou te dire sur toi, on va dire ça après le match. Mais pendant le match, tu restes focus. Et donc avec les joueurs, bah, moi, quand je coach moi-même, c'est comme ça que je fonctionne. Bon, après, je vais pas trop rentrer dans les détails parce Non, que mais voilà. avant même de parler de Mais, retraite, parce que comme Nico disait que à la retraite, c'est très très dur pour les joueurs de foot, tu nous as dit que dans les centres de formation, voilà un peu comment ça allait être géré pour les joueurs qui viennent te voir, qui n'ont pas de soucis. Mais un joueur qui est déjà dans le dur, on a des joueurs comme Arojo aujourd'hui qui pètent les plombs, qui décident mhm, d'arrêter, mhm. ou des Delali qui ont disparu, pourtant ils avaient le statut de super joueur. Je crois que c'est lui d'ailleurs. Si un joueur comme ça vient te voir, aujourd'hui il n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il puisse remonter sur le terrain? Parce que on parle peut-être, il y en a qui sont blessés, donc ça leur fait mal. Il y en a qui sont sur le banc, ils ne le supportent pas. Il y en a qui sont déclassés, ils ne le supportent pas, donc ils pètent la tête. Et ben, il y en a qui sont extra sportifs, comme peut-être Delali. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là que ce soit dans le dur? Qu'est-ce que tu fais pour qu'ils puissent remonter et revenir le joueur qu'ils étaient? Mais d'abord, il faut se dire que ça va demander de la patience. Donc déjà, pour moi, ça sera pas en une séance que je vais venir tout changer. Mais ce qui est bien, c'est que je vais vraiment, encore une fois de plus, balayer en fait son environnement, savoir qu'est-ce qui va pas, poser les bonnes questions et voilà, aller dans le sens, voilà, en fonction des réponses qu'il va me donner aussi, aller dans une certaine direction qui vont me permettre de comprendre en fait, ah ok, en fait son challenge c'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? Ok, il y a ça qu'on peut mettre en place. Parce que ce que je dis souvent à des joueurs, même euh, quand on a des sessions, que ce soit des joueurs qui veulent devenir pro, je leur dis finalement une carrière de football c'est 15 ans. 15 ans c'est rien dans une vie. Donc un footballeur qui est déjà dedans et qui est vraiment dans le dur là, bah, je dirais, voilà, si on te remet en route, finalement, en général, ils ont peut-être, je sais pas, 25, 26 ans. Si tu tiens comme un joueur
on va dire solide, c'est plus ou moins 36 ans. Mhm. Donc, tu as encore 10 ans devant toi. Après 10 ans, stop. Mais après, c'est le joueur aussi, savoir s'il a encore la volonté de le faire. S'il a la volonté, on continue, on y va à fond, on trouve les solutions et on y va. Là, par exemple, en ce moment, je suis en train d'accompagner un joueur qui, il croit dur comme fer qu'il est capable de devenir professionnel. Mhm. Je mets tout pour qu'il le devienne. Et je vois chaque semaine, enfin, voilà, il me dit toujours, voilà, ah, j'ai appliqué ça, ça change et tout ça, etc. Donc, c'est ça qui est beau, en fait, dans le truc, c'est qu'il faut savoir et comprendre pour le joueur déjà que ça sera un processus. Mhm. Ça peut se faire, tout est possible. Et si ça marche pas, donc, parce que lui, il est bien. Aujourd'hui, dans sa tête, il se dit, voilà, moi, je veux devenir pro. Il est dans le rêve encore de jouer au football. Mais, et si ça marche pas aujourd'hui, les conseils que tu lui as donnés, qu'est-ce que tu fais pour qu'il ne tombe pas dans le down, pour qu'il puisse passer à autre chose? Justement, c'est comme j'ai dit, c'est comme moi, c'est que tout le monde n'est pas appelé à devenir professionnel. Donc, tu peux avoir vécu le monde professionnel, mais ton vécu à toi, ça sera pour accompagner d'autres personnes. Mhm. Parce que voilà, l'écosystème du football est vaste et il n'y a pas que le terrain. Donc finalement, si le joueur sent qu'il doit arrêter, il arrête. Je prends l'exemple d'Eden Hazard. Je regardais encore son interview dans le taxi Mhm. hier. Je me disais, mais moi j'aurais voulu garder Eden encore sur le terrain. Mais c'est Ouais, sa on vie. aurait tous voulu le garder dans Voilà. quelques années. Hein, je pense. S'il a plus envie, qu'est-ce que je peux faire? Il a plus envie, il a plus envie. Mais là aujourd'hui, il profite de sa vie. Oui. Donc c'est ça le but en fait, c'est que finalement, une carrière, ça dépend aussi du joueur. Un joueur qui a plus envie, qui arrête à 30 ans, il y en a d'autres, il y en a certains. Il y en a un qui était à Chelsea récemment, un jeune, je crois il y a 4-5 ans, qui a arrêté, qui est parti à l'armée. Ouais. Oh, je vais revenir un peu sur tout Ouais, cela, parce que c'est vrai qu'Eden Hazard arrête, mais on oublie quand même une chose. C'est vrai que pour lui, c'est bien, mais Eden Hazard est un actif du Real Madrid. Le Real Madrid a été sortir un transfert à 100 millions pour le faire venir. Tu vois, je pense pas que le club voit ça de la même façon que Eden Hazard dit, oh, moi j'ai 30 ans, je dois aller profiter de ma vie. Mais Le après, Real a mis 100 millions, un salaire. je suis d'accord, mais après, il y a des Enjeu. infos qu'on n'a pas. Hein. Il y a des infos qu'on n'a pas, parce que je pense que quand il va au Real, il vient de sortir de Chelsea, il a son prime, il a envie de jouer au football. Mais il se passe quelque chose qui fait qu'il dégringole, parce que on s'attend à voir quelque chose qu'on ne voit, on Il ne voit arrive jamais. dans un tout nouvel univers avec d'autres Exactement. règles Ouais. qui n'avaient pas forcément sûrement imposées à Chelsea. Hein, c'est ça, Voilà. on Moi, parle je bien. pense qu'il le dit peut-être pas, sûrement qu'il était aussi dans une dépression. Et comme par exemple, Messi était dans une dépression, il a dit du jour au lendemain, Après son moi, départ du oui, Barça. non, quand il est parti, même au PSG, il était dans une dépression, mais même avant, quand il dit j'arrête l'équipe nationale. Donc, il arrête l'équipe nationale. Il tout subissait ça beaucoup parce de que pression. beaucoup Hein. de pression, donc il a dû faire une dépression pour dire, moi j'arrête tout, je reste à la maison, je vais plus là-bas. Mais effectivement, si je prends l'exemple de Messi, il y a des raisons, et c'est compréhensible d'une certaine manière, parce que le gars, il donne toute son énergie, Mhm. il donne tout pour avoir la Coupe du Monde, il n'a pas. À un moment, il en a marre. Donc c'est normal. Mais finalement, bon, il la gagne, donc l'histoire se termine bien. Mais un joueur qui arrive au Et Real on voit que ça a Madrid, été une libération pour lui. Hein, à ce ça a été, moment-là. voilà, On exactement. l'a Donc, ce senti. qui fait que, sûrement qu'il sera à la Coupe du Monde, alors qu'il voulait C'est arrêter. ça, et ça lui a permis de renouer un peu, je pense, que ce soit Exactement. avec Mhm. le peuple argentin, avec Voilà. beaucoup de restrictions qu'il avait par rapport à ce manquement, de fait de jamais gagner de titre avec son Voilà. pays. Je pense que malgré tout, même s'il y avait des performances en club, parce que je pense qu'il y a un autre univers en club qu'il n'y a pas Exactement. forcément Ouais. dans l'équipe nationale, et je pense que bon, on l'a vu, on s'est senti libéré. Ouais. C'est justement ça, parce que un joueur comme Messi, tu vois que le problème, c'était pas qu'il voulait arrêter le foot, c'est qu'il voulait une Coupe du Monde, il voulait quelque chose avec son équipe. Donc du coup, il faut interpréter les mots, comprendre ce qu'il y a derrière en fait. Je sais que mentalement c'est dur parce que le football maintenant c'est 24 sur 24. À l'époque, au moins, quand tu quittais le terrain, tu avais fait un mauvais match. Il y avait encore peut-être les commentateurs qui parlaient à la télé qui pouvaient te tailler. Donc je pense que c'est déjà aussi difficile. Maintenant, il y a les Aujourd'hui, t'as réseaux les réseaux, sociaux, ça s'arrête pas du tout. Donc ouais, et je les pense fans que. qui font des Ah, émissions et qui donnent leur avis, des Ouais, spécialistes. voilà, comme nous. Voilà. Voilà. Les nouveaux, c'est les nouveaux sélectionneurs, c'est ça. Hein. Ouais, il faut- C'est c'est encore ça. plus dur, je sais que C'est là, ça. mais ça s'arrête jamais pour Parce les que joueurs de foot. c'est vrai qu'on en parle souvent, et je pense que, allez, moi je me souviens, j'avais lu une interview sur ça où il disait parfois, surtout beaucoup de joueurs disent ça, que c'est pas toujours eux que ça touche, mais que ça touche aussi leur entourage. Et donc je pense que c'est ça aussi, à partir du moment où ça touche l'entourage, ben, ça peut avoir un impact sur eux. Parce que bon, Ouais. toi peut-être t'es aidé avec un préparateur, le club qui t'entoure, t'es un peu dans un cocon, mais t'as ta famille. Et c'est vrai que quand t'es dans le club, ça va, mais dès que tu vas dans ta famille, t'as peut-être ça qui ça revient dans ta tête. Et donc c'est quelque chose, effectivement, Ouais, parfois qu'on prend pas toujours en place. J'imagine Mhm. que, allez, je pense que toi, tu commences maintenant à travailler avec des clubs, c'est peut-être quelque chose que tu vois. Et je me souviens qu'on avait parlé de ça, que les clubs, bah, sûrement qu'ils font de plus en plus attention à tout ce qui est préparation mentale, santé mentale, mais je sais qu'ils font aussi attention à tout ce qui est la gestion des réseaux sociaux, parce que ça amène ce genre de problème. Ouais. Parce que ouais, le harcèlement, c'est à tous les niveaux.
Et effectivement, quand il y a un joueur qui n'est pas bien, qui est suivi mentalement, ce qui peut aussi être envisageable, hein, c'est de parler avec la famille, voilà, parce que finalement, ils sont affectés parce que on part du joueur. Donc, s'ils voient que le joueur, malgré ce qui est dit sur lui, est en place, finalement, la vie continue. Mais si on voit que le joueur est affecté par ce qui se dit, bah, du coup, ça touche la famille, parce qu'ils se disent, bah, voilà, mon frère, mon mari et tout ça est en train de rentrer dans une dépression. Et c'est tout l'environnement qui subit, parce qu'on ne veut pas qu'il soit comme ça, parce qu'il a choisi un domaine, un métier dans lequel il aimerait être. Il veut juste jouer au football, en fait. Tout ce qu'il y a autour, c'est pas son problème. Mais si on voit qu'effectivement, il arrive à tenir, par exemple, un Ronaldo, aujourd'hui, vous dites ce que vous voulez sur lui, le gars, il joue au foot, hein. Oui, clairement. Non, Voilà. non, clairement. Mais oui, ça, c'est encore un autre level et un mental encore certainement encore plus d'acier. Ouais. Mais moi, je me disais, par exemple, Nico, toi qui es coach, on a toujours dit d'être fort, tout ça. Donc, toi, tu as un de tes joueurs qui vient. Est-ce que toi, tu penses à appeler Chris, un préparateur mental, ou tu règles le souci tout seul? Comment ça se passe? Je viens te voir, coach, je vais pas bien, ou est-ce que tu lui dis, écoute, on n'a pas le temps pour ça, ici, c'est dur, allez, on met les crampons, on va sur le terrain. Mhm. Comment tu vois les choses? Bah, déjà, Chris, moi j'ai un grand respect pour toi parce que ce que tu fais, je pense que chaque centre de formation devrait avoir un mec comme toi. Je pense que c'est vraiment important. Comme Lottie l'a dit, nous on a fait des centres de formation où tout se passait bien quand on était dedans, mais dès que c'était le week-end, dès qu'on sortait de là, on était livré à nous-mêmes. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, quand tu fais un peu qu'est-ce qui s'est passé durant la carrière, ben, c'est peut-être à ce moment-là qu'on aurait eu besoin de quelqu'un comme toi, tu vois, parce que Mhm. dès qu'on sortait de ce cocon-là, on était dans notre bulle, on voyait rien, on était en train de se monter la tête, parce qu'on voyait les pros à ce moment-là qui Exactement. flambaient, qui faisaient Ouais. des choses, nous on voulait la même chose. Ouais. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à péter les plombs et qu'on est un peu sorti du circuit du football, tu vois. Mhm. Mhm. Donc, dans le niveau professionnel, bah, je te répondrais que pour moi, il faudrait un Chris dans chaque club, tu vois. Mhm. Maintenant, au niveau amateur, c'est un peu plus compliqué, Il y a moins d'urgence. où là, on est livré à nous-mêmes. Maintenant, je peux vous donner un témoignage, c'est que cette année, donc, je suis au BX Bruxelles, tu vois. Mhm. Et là, je suis en train de vraiment découvrir ce que c'est vraiment d'être coach, tu vois. D'accord. Parce qu'avant ça, j'étais dans d'autres clubs, mais c'était un autre univers où c'était encore plus amateur, on va dire, tu vois. Donc, tu étais là avec des personnes où c'était pas trop dur, en fait, à gérer. Mais là, cette année, je prends un gros coup quand même sur le mental, surtout quand les performances le week-end sont pas là. Il y a un niveau de pression qui s'est élevé aussi, Ouais, j'imagine. bien sûr, C'est parce ça, que hein. quand je suis arrivé dans le club, ben, ça aussi j'ai aimé, c'est qu'ils m'ont dit directement les attentes qu'ils avaient de moi. Mhm. Si je les réussis pas, ben, je sais aussi ce qui se passe, tu vois. Mais maintenant, je pense que je suis passé au-dessus de ça. Mais c'est vraiment que j'ai une telle confiance en mon équipe, c'est que quand bah, ça se passe pas comme on le voudrait sur le terrain, mon mental, il chute directement, tu vois. C'est que mon mental, il s'est construit aussi après ma carrière, justement. C'est que contrairement à toi, c'est que moi, ma fin de carrière, bah, je l'ai bien vécu, Mhm. vraiment, parce que je me rendais pas compte, en fait, que c'était la fin. Pour moi, c'était que j'allais revenir dedans. Donc, juste au moment où là, je suis vraiment parti au travail, c'est là que j'ai eu la Je chute, donne. tu Mhm. vois. Ok. Mais le travail m'a donné une force dans la tête, on va dire, ou m'a renforcé mon mental, Mhm. où c'est plus on se réveille, on va faire ce qu'on sait faire et puis on rentre à la maison, tu vois. Mhm. C'est que là, il faut vraiment bosser pour ramener Le pain à la la thune, on maison. va dire, Ouais. en fin du mois, tu Ouais. vois. Mais maintenant, comme je te dis, niveau amateur, au BX, là, c'est que le mental, il en prend un coup quand même, tu Mhm. vois. Mhm. Donc chaque jour, c'est un travail en fait, non-stop. On va dire, j'ai une grande chance, c'est que j'ai des enfants aujourd'hui. Par exemple, ce week-end, ça s'est pas bien passé sur le terrain. Mais dès que l'arbitre a sifflé la fin, je sais que mes enfants étaient au bord du terrain. Donc directement, c'est ça ma force qui me redonne un mental de dingue. Mais Ouais. sans ça, je sais pas si j'aurais su gérer ça, Ouais. tu vois. Ouais. 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 Effectivement, c'est palliatif et c'est très utile. Bon, dans ton cas, justement, tu fais très bien entre guillemets, d'utiliser ça aussi pour t'échapper. C'est intéressant. C'est quand même quand si tu foires ton match et que voilà, tu as ton petit match du week-end aussi à la télévision qui passe et tout, et que ton équipe gagne, tu te dis, bon, ça va, ça compense et tout ça. Ex- Ça peut aussi aider. Donc voilà, ça dépend vraiment de chacun. Clairement. Ouais. Mais maintenant, tu vois, il faut que chaque jeune qui va écouter ce podcast se dire que c'est pas facile, que c'est pas une honte de demander de l'aide, pas Ouais. question mentale, Ouais. tu vois. Ouais. Ouais. C'est que justement, prenez l'exemple des anciens qui n'ont pas réussi, qui vous donneraient ce conseil, c'est allez-y, allez voir des mecs comme Chris parce que c'est vraiment important. Mhm. Ouais, ouais, parce qu'on on dit que, par exemple, on parlait des problèmes que le joueur a, mais ça peut être aussi
problème de vie, par exemple un décès, les gens ne le savent pas, quelqu'un a perdu quelqu'un proche Ouais. et il sait plus jouer. Ouais. Mais on va l'insulter, il est nul, il est mauvais, mais lui il est dans une dépression parce qu'il a perdu peut-être Ouais. un ami, un frère et Clairement. c'est Oui, pas ou passé à la quelqu'un qui télé. comptait énormément de sa vie, mais qui n'était pas forcément médiatisé. Hein, C'est ça. on le sait, hein, souvent, il y a des Et je- décès proches comme ça, un parent, et voilà, c'est très dur. On le voit souvent, hein, parfois. Je me souviens, c'était un club néerlandais, un jeune avait perdu son père, et D'accord. c'était les supporters adverses qui avaient chanté un truc pour lui. Le joueur était tombé en larmes, quoi. Donc voilà, ça, c'est des faits de jeu. Enfin, c'est des faits qu'on ne voit pas forcément. Ouais, ouais, Parce ouais. que voilà, nous, on s'intéresse qu'au match, on regarde la compo, Exactement. mais on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière tel nom. C'est Ouais, ça, hein. C'est ce qui s'est passé récemment avec Greenwood, je crois que c'était la saison dernière. ouais. Il a eu, je crois, 2-3 matchs comme ça où il était absent. Et je regardais encore Téléfoot et Lizarazu qui disait ouais, mais en fait, voilà, on sait que c'est un tueur, on sait qu'il est bon, mais il a des absences, effectivement. Et là, je pense que, enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais là, il est revenu, tant mieux. J'espère qu'il a pris quelqu'un pour l'accompagner ou ça s'est bien passé en tout cas. Ouais. Mais à ce moment-là, quand il a parlé de ça, moi, j'ai compris directement qu'il y avait un problème mental parce que un joueur qui est bon et tu vois qu'il a des absences sur le terrain, on va dire les médias ou en tout cas le club va peut-être pas nécessairement se poser la question plus que ça. Bon, ils vont peut-être le faire parce qu'au niveau professionnel, oui. Mais c'est important aussi de regarder. C'est ce qui a fait aussi que j'ai changé ma manière de regarder les joueurs sur le terrain. Avant, j'étais vraiment, ah, il a pas fait ci, il a Oui, pas c'est fait ça, telle eux action. vont juste parler Voilà, d'irrégularité, que c'est pas un exactement. joueur régulier qui a Voilà. des statistiques correctes ou quoi. Et t'en sais rien, peut-être que voilà, ce matin, il a eu une embrouille avec sa femme. Clairement. Clairement, oui, il y a beaucoup d'histoires. Il y Donc, repense, les sur le Chris, terrain. maintenant, est-ce que les agents n'ont pas non plus un rôle, les agents de joueurs, pour aider un joueur qui se porte pas bien? Parce que moi, quand j'ai travaillé, mon téléphone est toujours branché 24 heures sur 24. On peut m'appeler, donc s'il y a un problème, je vais être là pour aider. Mais est-ce que les agents ne devraient pas non plus avoir peut-être une petite formation avec la FIFA? Parce que aussi, c'est les champions pour faire bouger les joueurs, juste parce qu'ils veulent gagner de l'argent, ils veulent faire un transfert. Mhm. Est-ce qu'il ne devrait pas aussi avoir un petit côté quand même où, effectivement, l'humain doit aussi rentrer en compte? Je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu penses par rapport à ça? Ou est-ce que c'est vraiment pas leur rôle? Eux, ils doivent garder ce qu'ils savent faire et point. Ouais, bon, après, quand on parle du monde d'agents, c'est assez particulier parce qu'il y a des bons. Et Mhm. puis il y a des, on va Des dire, entre requins. guillemets, des requins, voilà. Donc le requin, je pense pas que ça l'intéresse de nécessairement avoir une formation c'est par ça. rapport à ça. Ceux qui viennent juste pour prendre leur chèque, transférer, sans forcément Exactement. avoir un lien avec le joueur, bah, c'est vrai que qu'est-ce qu'il en a à faire de Ouais, c'est l'aspect ça. mental? Lui, il l'a placé, il a pris son C'est chèque. ça. S'il joue, il joue pas, ça Voilà. change Si le plus rien pour joueur lui. ne Mais joue plus, bah, il a qu'à prendre un autre et puis voilà, C'est ça pour continue. ça. Mais effectivement, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant, au moins d'avoir une base. De se dire, OK, voilà, faut faire attention aussi à cet aspect-là pour le joueur. Après, l'accompagner mentalement, je ne pense pas que ça pourra. C'est vrai que ça ne sera pas utile, mais est-ce qu'on a le temps de le faire? En tant qu'agent, je ne sais pas. Moi, je pense que oui, c'est possible, parce que c'est le premier sur le terrain. Donc, je pense que la fissure, c'est lui qui doit l'avoir avant que quelque chose soit cassé complètement, parce que le club peut-être va prendre le joueur un peu tard. Et si, bien évidemment, ils n'ont pas une cellule qui s'occupe des Mhm. joueurs. Et je pense que là, c'est tard, parce que moi, je reste toujours aussi que du côté business, le joueur, c'est un humain, d'accord, mais c'est l'actif du club. Donc, moi, en tant que président, j'ai envie de dire, écoute, ok, t'es bien beau. Nous, ici, on a mis 100 millions pour te transférer. Tu gagnes 10, 15 millions par saison. Mais à un moment, on veut que tu cours sur le terrain quand même. On peut pas pleurnicher tout le temps parce que t'es pas bien, t'es un bobo là. Mais ça c'est simple en fait. C'est que quand tu regardes l'écosystème d'un joueur, par exemple, récemment, on a vu plusieurs joueurs, hein, que ce soit Kessié, Pépé, quand tu rentres chez eux, ils ont des installations sportives pour pouvoir se maintenir en forme. Et ça, c'est pas le club qui a payé, c'est l'argent que tu gagnes et c'est à toi d'investir dans ton matériel. Mhm. Donc au niveau du joueur, c'est la même chose. Si un joueur voit que il a besoin de ça en tant dans un accompagnement, de la même manière qu'il a une préparation physique, il a un préparateur physique qui le suit, il a un matériel pour ça, ben, il se fait accompagner mentalement aussi. Donc le club, eux, ils donnent l'argent parce que je suis tombé encore sur une interview qui parlait de Mohamed Salah, justement, qui disait de quoi il se plaint, il gagne des millions, etc. Et maintenant, il est sur le banc. Mhm. Mais c'est la même chose, c'est que le joueur, il investit dans du matériel au niveau physique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il est payé, que ce soit pour jouer, pour les performances enfin, voilà, pour pas se plaindre, entre guillemets, pour ne pas se plaindre. Donc, du coup, il a de quoi, en fait, aussi
mettre son maximum pour que son environnement soit OK. Parce qu'on prend l'exemple de Cristiano Ronaldo, il a des machines chez lui pour récupérer, mais c'est pas le club qui le fait, c'est pas tous les joueurs qui l'ont chez eux. Donc c'est un investissement, en fait, c'est aux joueurs aussi de se dire, euh, ou même voilà, d'avoir un moment de sensibilisation pour dire oui, voilà, c'est important que vous pensiez à ça, etc., par rapport à ça. Et puis voilà, ils le mettent en place. Et, Mais je pense pas que c'est le et, club, ils peuvent le faire, mais s'ils ne le font pas, c'est à toi aussi et de tu- faire la et démarche. comme allez, justement, pour rebondir là-dessus aussi, hein, tu parles d'investissement, donc j'imagine que bah, ça a un coût, Bien sûr. autant pour la personne ou pour le club. Donc voilà, sans forcément rentrer dans les détails, Mhm. comment ça se rémunère, comment ça se présente, parce que c'est quoi? C'est un abonnement à l'année, au mois, à la séance? Ouais. Comment toi tu fonctionnes en général? Et maintenant, dans la profession, comment les gens fonctionnent? Dans la profession, j'ai pas beaucoup d'exemples parce que franchement, quand moi j'ai décidé de faire la préparation mentale, c'était pas quelque chose qui était super populaire. Voilà, Mhm. c'était vraiment une passion en fait. Je me suis dit voilà, il faut que j'accompagne les joueurs. Mais aujourd'hui, oui, ça se vulgarise. Donc du coup, voilà, il y en a de plus en plus, en tout cas des personnes qui veulent devenir préparateur mental ou qui le font. Mais moi, à mon niveau, ça sera vraiment, ça dépend du joueur en fait, dans un premier temps. Dans un premier temps, parce que vu que ça a un coût, le joueur peut se dire, je le fais sur 3 mois, Mhm. pour voir ce que ça donne, pour voir ce que c'est. D'accord. Ou ça peut être aussi sur une saison. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que quand j'ai des joueurs qui sont, entre guillemets, soit dans un centre où ils peuvent devenir professionnels, ben, c'est de se dire, OK, je te suis pendant ta carrière, là, maintenant, dans ta jeunesse, jusqu'à ce que voilà, tu termines ta carrière. Et voilà, il y aura des hauts, des bas, mais à ce moment, je serai là parce qu'on aura tissé cette Cette relation-là. relation. Et quand j'ai des jeunes joueurs aussi, c'est pareil. Donc, comme je débute, je peux pas, j'ai pas cette, comment dire ça, Longévité encore pour longévité, pouvoir voilà, justement. exactement, pour revenir en arrière, voilà, pour faire une grosse rétrospective. Mais c'est l'idée, en fait, c'est de se dire, voilà, j'ai le joueur aujourd'hui, qu'il ait 15 ans, ben, il a 15 ans, ben, on se dit, voilà, sur une saison, commençons, voyons ce que ça donne. Et puis après, on fait le bilan, on regarde un peu comment ça s'est passé. Mhm. On va sur une deuxième saison parce que peut-être que tu vas changer de coach, tu vas changer de coéquipier, il y aura d'autres différences qui vont se mettre en place sur le terrain. Donc ça sera pas, ah oui, non, j'ai fait le tour, je m'arrête là. Parce que les exercices vont peut-être revenir, mais ils seront différents parce que chaque année, chaque semaine, chaque mois, c'est différent. Donc il y a des exos justement que j'utilise peut-être 3 fois en 3 mois, je peux utiliser un exercice 3 fois parce que je sens que c'est utile de revenir là-dessus pour tel ou tel joueur. Donc c'est vraiment au cas par cas. Voilà. Et imaginons demain, il y a ton téléphone qui sonne et tu as un gros club qui te propose de travailler dans leur centre de formation Mhm. avec ce que tu fais pour travailler le mental. Ouais. Par où tu commencerais? Toujours Parce qu'il pas. faut déjà les convaincre, les joueurs. Parce que nous, on parle de santé mentale. Il y en a forcément, oui, qui sont toujours plus forts que les autres, ou qui n'aiment pas les médecins, ou qui disent toujours les psychologues, c'est eux les fous. Il faut les convaincre parce que moi, j'avais toujours entendu à l'époque, Edouard Cissé, il disait que quand il était au Beşiktaş, c'est en 2005, il y a eu un préparateur mental qui est venu et il leur a dit euh, comment je peux vous aider. Il a dit, nous on a pris ça pour un piège. Il a dit, mais ils sont fous, nous les joueurs de foot. Et ils veulent nous piéger, ils veulent qu'on raconte des histoires pour nous mettre sur le banc ou qu'on ait des problèmes. Est-ce que tu rentres dans ce club et tu penses que tous les joueurs sont réceptifs? Oui, c'est Je ça. veux dire, Quel genre d'accueil tu pourrais recevoir, que ce soit au niveau d'un individu ou peut-être un groupe? ou peut-être parce que tu as déjà eu des gens qui t'ont dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, ton truc de préparateur physique, c'est du n'importe quoi. Ouais, bien sûr, mais ça, c'est un métier en fait qui est en pleine expansion. Donc, du coup, ben, les gens sont un peu. Certains sont encore réticents. Mais si j'arrive dans un club, encore une fois de plus, je commencerai par la même chose. C'est apprendre à connaître le groupe. Savoir comment est-ce que le groupe fonctionne, qui est le capitaine, qui gère quoi, quels sont les leaders du groupe. Mhm. Et à ce moment-là, en fait, je peux construire quelque chose. Parce que je ne l'ai pas dit aussi, c'est que ça m'arrive aussi de faire des interventions spontanées. Je suis arrivé par exemple chez voilà, un frère qui coachait dans un club amateur. Dimanche matin, 9 h, ils avaient perdu tout le week-end. Ils avaient joué contre le même club tout le week-end, ils avaient tous perdu. J'arrive, je fais la préparation mentale, ils gagnent 2-0. Donc et ça s'est fait en quoi? J'ai eu 30 minutes. En 30 minutes, ils ont gagné leur match et c'était fini. Donc c'est juste pour revenir sur ce que tu me disais, parce que ça peut être une intervention ponctuelle. Et donc quand j'arrive dans un club, encore une fois de plus, si c'est sur la saison, là c'est encore plus intéressant parce que j'apprends à connaître le groupe. Et ce qui est encore meilleur, c'est que j'arrive en pré-saison.
Donc là, Ouais. voilà, on fait la préparation ensemble, on établit une vision qui est toujours important de mettre en place, établir une vision, où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on veut faire cette saison, qui va le faire, quelles sont les capacités des uns et des autres, parce que voilà, c'est un groupe, donc il faut savoir qui va vite, qui fait ci, qui fait ça, quel est le rôle d'un tel ou un tel. Et ce qui est bien, c'est que comme justement, je comprends aussi les joueurs, en tout cas la partie technique du foot, ben, quand j'interviens aussi, je suis pas que sur la partie mentale comme si j'étais dans un bureau et puis j'attendais. C'est que je suis au bord du terrain, je regarde comment est-ce que les joueurs se comportent, comment est-ce qu'ils jouent, est-ce qu'il est seulement droitier, est-ce qu'il utilise son pied gauche, tout ça je vais regarder parce que dans sa progression, il y a tout ça à voir aussi. Donc c'est de dire ok voilà, tu vois, tu rates une action parce que tu n'as pas de pied gauche, etc., etc. Donc c'est tout ça qui va former la réussite du groupe. Donc moi, je fais, voilà, tous ces côtés-là, je les observe et je suis là, comme j'ai dit, Ouais, en moi, je c'est le comprends bien. détail. Et comment c'est que Chris et Nico, moi, j'ai envie de dire que on est dans le plus grand sport du monde, sans se mentir, et on doit encore se poser la question de la santé mentale des joueurs. Comment c'est encore possible dans le football et que si tu regardes la NBA, que toi tu connais bien quand même, Nico, ou la NFL, ils sont 100 ans en avance par rapport à la santé mentale. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est les États-Unis, quoi. C'est ça, hein. Mais c'est vrai, on va pas se mentir, c'est les États-Unis, on le voit, c'est les États-Unis, ils sont à un niveau supérieur dans beaucoup de choses, que ce soit la technologie, le sport. Clairement. Regarde, Explique. c'est du spectacle. Parce NBA, tu y vas, c'est une Ah expérience. oui, Ici, c'est chouette les stades, hein. Tu vas voir Anderlecht, on a vu la Louvière, c'est sympa, mais c'est pas du tout la même chose. Non, C'est un c'est- investissement. Je pense que rien que, comme tu dis, c'est un produit, je pense, quasiment pour eux. Donc forcément, ils ont dû se voir depuis longtemps parce qu'il y a une gestion des joueurs et je pense que là-bas, la pression est encore plus forte. Après, oubliez pas aussi, les États-Unis, ils sont formés d'une autre façon, hein. Donc, rien que le système scolaire, déjà, ils sont préparés depuis Mhm. qu'ils sont tout jeunes, tu vois. Mhm. Totalement. Donc, ils sont dans une autre mentale aussi. Hein, quand tu vois les universités et les installations qu'ils ont, donc forcément, ici, allez, nous, on parle des joueurs, on parlait de pression, par exemple, dans les jeunes qui étaient dans des clubs élites, Anderlecht, tout ça, qui connaissaient la pression, mais là-bas, c'est encore pire. non, 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 Ça c'est vient pas- encore plus tôt et c'est des montants astronomiques. T'imagines, quand on parle des montants ici, Ouais. t'imagines tout ce qu'ils touchent, donc forcément, Mhm. je pense qu'ils l'ont vu. Ils ont vu les Donc, prémices de ce truc. C'est vrai que c'est la question qu'on se posait, c'est comment ça se fait qu'on commence, allez, même si je pense que ça existait depuis des années, comment ça se fait qu'on commence seulement à entendre et que les langues commencent à se délier. Moi, allez, la semaine passée, je pense qu'il y a eu le promo, un reportage qui est sorti, ça s'appelait Plongeon, Tête plongeante. C'est Mhm. avec Umtiti, Varane, j'ai oublié le nom du réalisateur justement, donc voilà, hein, c'était un reportage où Umtiti parlait après la Coupe du Monde, parce que tout le monde l'avait encensé après sa tête contre la Belgique, malheureusement. Et justement, après cette Coupe du Monde, il était tombé totalement en dépression. Et c'était ça, c'était assez interpellant en tant que fan de foot, en tant que voilà, fan de Titi, et te dire, ben, le mec gagne la Coupe du Monde, Ouais, il est au sommet, au ouais, top, ouais, tout le monde adulé, ouais. et malgré tout, il tombe en dépression, quoi. Chris, qu'est-ce que tu ferais justement comme Pachek dit, moi je gagne la Coupe du Monde. Je gagne la Coupe du Monde pendant un mois, je suis le meilleur joueur du monde. Je fais un match, je me casse les dents et on m'insulte de partout. Qu'est-ce que tu fais pour ce joueur à ce moment-là? Mais encore une fois de plus, faut comprendre si tu comprends l'écosystème du sport que tu fais, parce que voilà, ça peut être aussi dans d'autres sports, c'est de faire abstraction, en fait. Il n'y a pas le choix, il faut faire abstraction parce que tu peux pas avancer aujourd'hui dans tout ce qu'on peut faire dans la vie. Tu as toujours des personnes, quand tu leur dis les choses, ils te disent, ah, tu vas pas y arriver, tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça. Est-ce que pour autant on va s'arrêter parce qu'ils ont dit ça? On continue. Donc, du coup, encore une fois de plus, d'identifier, ben, en fait, qu'est-ce qui a fait qu'il est rentré dans cet état-là Mhm. et de l'accompagner. Parce que si c'est une question de, ah, on a dit ça sur moi, on a dit ça sur moi, eh, mon gars, t'es sur le terrain. Aujourd'hui, on a dit ça sur toi. Demain, tu fais la différence. On ne parle plus de ce qu'on a dit sur toi. Je prends l'exemple de Dembélé. Aujourd'hui, les ballons d'or, mais avant, quand il était au Barça, qui se blessait, Mhm. lui-même, il en avait marre de se blesser, Tout le etc. monde n'arrêtait pas de le tailler. Voilà, tout Les le monde le pires taillait. transferts du Barça. Aujourd'hui, les ballons d'or, il fait son discours, il a une larme. Mais c'est normal. Oui. C'est tout le parcours derrière, en fait. Donc, c'est la résilience, encore une fois de plus. Ça fait partie du mental, en fait. Chris, qu'est-ce que tu as envie de dire au club maintenant? Est-ce que il faut leur dire, réfléchissez, prenez-nous dans vos cellules, tous? Bah, est-ce que je peux dire ça directement? Parce que peut-être ils y ont pensé et qu'ils l'ont pas fait. Donc, pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence de travailler au niveau mental pour les joueurs. Parce que moi-même, quand j'ai commencé,
Je me suis rendu compte que c'était pas le cas pour tous les clubs, que c'était pas mis en place. Donc effectivement, ils en ont besoin. Et effectivement, ils ont besoin de préparation mentale, bah voilà, moi, je suis déjà disponible. Et c'est quelque chose qu'il faut mettre en place pour les joueurs. Parce que les joueurs, ils ne vont pas nécessairement s'exprimer d'eux-mêmes comme ça. Clairement. Donc voilà, il faut prendre le temps. Parce qu'un joueur, c'est un être humain, c'est beaucoup de choses. Et voilà, j'ai aussi je l'ai pas dit, mais j'ai été aussi éducateur en secondaire. Donc ça fait que ben, j'ai ce côté-là aussi où voilà, il y a l'écoute, il y a le fait de se mettre à la place du joueur, de comprendre son univers. Donc tout ça, c'est des choses à faire. Si on veut avoir un joueur, et il y a des joueurs pour lesquels je pense que c'est mis en place. Parce que quand on sait que ce joueur-là peut rapporter gros, on met tout voilà, au niveau du joueur pour que ça puisse Ouais, tout un bien univers fonctionner. qui se crée autour de lui, hein, pour Exactement. favoriser On le protège, le etc. développement. Voilà. Mais quand on sait qu'on a un club et on a intérêt à être resté, par exemple, en Division 1, bah, il faut mettre les choses en place pour que aussi les joueurs ça puisse tourner, en fait. Parce qu'il y a une autre chose aussi que je comprends pas, c'est un club qui a un centre de formation et qu'au final, quand ils arrivent en équipe première, ils vont chercher tous les joueurs dehors. Donc ça, c'est encore une autre réflexion, parce que tu te dis, mais tu as formé des gens, tu les mets pas en équipe première, mais tu vas chercher ailleurs, tu dépenses de l'argent alors que tu as mis de l'argent dans la formation des jeunes. Et ces jeunes, t'en fais quoi? Donc effectivement, oui, il y en a qui sont vendus, etc. Mais c'est tout un écosystème. Donc je pense qu'il y a des questions qu'eux-mêmes se sont posées. Mais en tout cas, la préparation mentale reste importante. Et pour le club, en tout cas, qui aura besoin de moi, voilà, je suis disponible. Et pour revenir à ça, moi j'avais vu un reportage justement en Angleterre, hein, où c'était le club de Crystal Palace, parce que forcément, Ah oui, ils sont bien, ouais. ça avait vraiment un impact, Ouais. parce que forcément, on parlait des jeunes qui étaient formés, qui bah, depuis 6 ans, ils jouent, ils performent, Voilà. ils sont préparés à l'élite, et ils arrivent à un âge où on leur fait pas signer de contrat pro. Et c'est vrai que je pense que ça, c'est encore, allez, je ne sais pas si c'est encore plus difficile, mais c'est tout aussi difficile. Et ils expliquaient justement que Crystal Palace avait mis en place une cellule, un centre de formation ou de suivi plutôt, pour tous ces joueurs qui n'avaient pas forcément signé un contrat pro, mais on leur montrait aussi bah, forcément qu'il y avait d'autres aspects, que ce soit dans le football ou alors on leur apprenait un métier. Dans le foot, il y en avait qui devenaient kinés, d'autres préparateurs mentaux, d'autres... Vraiment, ils travaillaient avec eux, un suivi avec des réunions, des rencontres pendant voire 2, 3 ans, hein. Et ça, c'est... Allez, moi, c'est quand j'entends ça, parler de ça, je pense qu'il y a le PSG qui commence aussi à mettre en place quelque chose avec une cellule pour les jeunes. On le voyait, j'ai suivi via leur canal sur Instagram les jeunes qui justement jouent la Champions League des Youth. Mhm. Et ils montraient bien, ah voilà, à telle heure, on a rendez-vous avec le préparateur mental. Et c'est ça qui est dommage, en fait. Bon, j'imagine que c'est des clubs qui ont plus de moyens. Ouais, il Donc, faudrait que les moyens soient forcément, mis en place, ouais. ils ont sûrement plus de joueurs, hein. Je pense qu'ils ont des noyaux. Comme tu dis, bah, parfois, ils doivent s'en séparer. Et donc, ils ont cette vision où, ah, celui-là, on s'en débarrasse, qu'est-ce qui se passe? Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ramènent cette réflexion. Peut-être qu'on devrait ramener. Après, Mais, la fédération devrait aussi, parce que la fédération a les moyens de mettre pour les clubs amateurs. tu parles de qui? La de fédération fédération belge de oui, football? oui, ils ont les moyens de mettre ça pour les clubs amateurs, avec, voilà, pouvoir donner aux clubs amateurs la chance d'avoir un préparateur mental qui passe dans les clubs. Bah, parce que, bah, Que allez, ça moi ne je pense tuerait pas que non plus, je ce que, pense, ce que hein. tu dis est très intéressant parce que, allez, on sort un peu du football. Je donne l'exemple de Nafitiam. On l'a vu, hein. Ça a Ouais, été exactement. et ça a été un problème lié aussi à la fédération. Mhm. Ouais, 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 ouais. Ouais. La fédération bon, a eu des manquements. Donc, est-ce que eux ils peuvent justement se poser des questions? Bah voilà, prochaine fois, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'était lié à la fédération. Je Mhm. veux dire, c'est un suivi, c'est important. Donc, c'est vrai que nous, on est là plus pour parler de football, mais ça rentre Oui, oui. dans le sport en Oui, général, hein, je oui, pense. oui, oui, Donc, oui. c'est vrai que oui, effectivement, on doit se poser la question. Donc, que font les clubs, mais que fait la fédération? Parce que Que fait la fédération? allez, ici, dans ton point de vue, bah, j'imagine, on en avait parlé, qui te contacte? On m'a dit parfois c'est des parents, bah, c'est des agents, mais Et les la clubs fédération? aussi Oui, pourraient faire oui, beaucoup oui, plus, les oui. générations. Parce que j'imagine que bah, allez, si on parle de l'équipe nationale, à leur niveau, Mais il c'est doit clair. forcément avoir quelqu'un qui les suit au niveau mental. Je veux dire, voilà, on posera la question. Ouais. Et alors aussi, Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. voilà. Mhm. Euh, c'est vrai que si dès le début il y avait des préparateurs, comme on a dit, ça serait beaucoup plus simple qu'on va arriver maintenant à la fin. Nico, avec qui on a eu un podcast, nous disait que, ouais, c'est très dur quand ça s'arrête. Trésor Dio, qui est passé ici aussi, nous a dit que c'était aussi compliqué quand le football s'arrête. Et beaucoup d'autres, quand tu regardes, ils disent que quand la lumière s'arrête, c'est, c'est difficile. Là, juste là, à ce stade-là, demain, le joueur arrête
sa carrière. Et bien évidemment, il n'est pas préparé. Chris, il vient te voir. Comment tu peux maintenant l'aider à pouvoir faire autre chose? Parce que Nico, il a eu la chance que il a eu le travail tout de suite, comme il a dit. Il avait aussi la famille avec les enfants qui étaient là. Et après, il s'est mis en selle aussi. Il a eu envie d'être coach. Et donc, ça l'a aidé. Mais il y en a, ils ont disparu des radars complètement parce qu'ils n'ont pas su s'en sortir. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait pour que un de nos joueurs qui prend sa retraite puisse s'en sortir? Quel est le bon accompagnement pour lui, selon toi? Encore une fois de plus, c'est apprendre à connaître le joueur. Parce que si tu connais la Même les personne, plus joueurs, parce que oui, mon ancien joueur, on va Ouais. dire, mais apprendre à connaître l'humain, on va dire, mais en tout cas, plus tu apprends à le connaître, plus tu sais plus ou moins voir, te dire, bon, voilà, tu pourrais peut-être essayer de faire ça ou ça, parce que ça te correspond plus. Mais c'est encore une fois de plus, c'est un accompagnement, c'est de voir un petit peu dans quel autre univers il serait intéressé à pouvoir évoluer. Mhm. Après, effectivement, il y a une transition qui doit être quand même faite. Hein. Faut pas non plus brusquer le joueur pour dire du jour au lendemain, t'arrêtes ta carrière, ok, c'est bon, maintenant tu vas travailler. Si ça se fait, tant mieux. Mais si ça se fait pas, faut accepter que le joueur, en fait, il aura besoin, justement, comme j'ai dit, d'avoir cette période de deuil en se disant, ah, en fait, le matin, je me réveille, non, je suis plus en centre de formation, en fait. Et ça prend du temps. C'est comme, voilà, avoir un boulot qui est, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon exemple, mais un boulot qui est stressant. Après, tu quittes pas directement, tu recommences. Non, tu prends un moment, Mhm. tu souffles avant de Pause. pouvoir revenir. Oui. Donc là, c'est un peu la même chose, voilà. Donc c'est l'environnement, c'est se dire, OK, l'environnement était comme ça, je me levais, j'étais drivé, telle heure, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Du jour au lendemain, j'ai plus ça. Mais j'ai un certain âge, qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie? Pourquoi est-ce que je dois faire ça? Et donc, à partir du moment où le joueur, il comprend pourquoi est-ce qu'il doit faire certaines choses, on est parti. Après tout ça, ça se travaille, hein, mais... Parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Tu peux pas t'arrêter à... Même si tu arrêtes à 36 ans, comme j'ai dit, tu arrêtes à 36 ans, mais 36 ans, tu n'es pas vieux. Donc, même si tu étais allé au bout de ta carrière, ça reste quand même un deuil, parce que de toute façon, tu peux plus jouer au foot. Ou tu es blessé, tu as une blessure à 35 ans qui fait que tu peux plus. Je prends l'exemple de Boyata qui vient d'arrêter. Bah, ça s'arrête, ça s'arrête. Après, tu te reconvertis. Donc, c'est de voir aussi qu'est-ce qui est possible de faire. Est-ce que tu as envie de rester dans le monde du football? Est-ce que tu veux faire complètement autre chose? Il y en a qui se reconvertissent, comme justement moi, qui deviennent préparateur mental, d'autres qui vont aller dans autre chose. On a vu c'est ça, hein, Jérémy Mathieu, je crois, de Mathieu qui Barcelone. travaillait dans un Ouais, magasin voilà. d'ustensiles, un truc Voilà. comme ça. Mhm. Donc, faut voir avec les joueurs. Mais Chris, juste une chose. Pour moi, il y a deux façons d'arrêter. Il y a arrêter, tu as été pro, tu t'es mis assez d'argent de côté, on va dire, pour vivre, tu vois. Mhm. Ok, il y a un deuil à faire, mais ce deuil sera beaucoup moins douloureux Mhm. que quelqu'un qui a espéré, mais qui n'a pas réussi, en fait, tu Mhm. vois. Mhm. Que chaque jour doit se lever pour aller travailler. Je trouve que là, ce deuil-là, il est beaucoup dur. plus difficile, tu vois. Ouais. Mais ça reste quand même, oui, ça reste dur, mais c'est comme je dis, ça fait partie de la résilience. C'est de se dire, en fait, oui, enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est évident, hein, mais c'est vrai que quand je vivais la chose, c'était différent. Mais oui, t'as arrêté. Mais si tu ne vas pas travailler, tu vas faire quoi? En fait, c'est direct le mettre face à sa vie, en fait. Mhm. T'arrêtes. Ok, t'as pas réussi dans le foot. T'as encore envie, tu respires, t'as tes deux jambes, t'as tes deux pieds, tout fonctionne bien. Qu'est-ce que tu peux faire où qui va te rendre épanoui? Parce que, oui, moi, j'ai pas, par exemple, réussi le football, mais si je m'arrête à ça en me disant, ouais, mais tous les jours, je vais m'arrêter au coin de la rue pour dire, ouais, moi, à l'époque, je faisais ci, je faisais Bien ça. sûr. Ouais, voilà, ligaments croisés. Non. Mais il y en a qui sont restés dedans quand même. Hein. Tu voulais dire quelque chose? Oui, mais est-ce qu'ils sont accompagnés? Mais tu vois, Chris, après, peut-être que je vais mettre des auditeurs à dos, on va dire, mais moi, j'en veux beaucoup à plusieurs choses, tu vois. Par exemple, l'école, déjà. L'école, pour moi, il te prépare pas assez à la vie d'après, tu vois. Et alors là, pourquoi je te parle de l'école? C'est parce que quand tu es dans un centre de formation, tu combines les deux, où tu as l'école qui te prépare pas à la vie d'après, mais tu as le centre de formation qui te prépare pas non plus à la vie d'après, tu vois. Mhm. Et là, tantôt, on parlait du système américain. Système américain, on va dire, c'est ici en Belgique, par exemple, si tu veux réussir et devenir pro, tu Mhm. dois arrêter l'école pour aller Ouais, t'entraîner, bah, pour devenir pro. Aux États-Unis, tout est mis en place pour que si tu ne passes pas professionnel, tu sors avec ton diplôme. Comme, Parce Tu que, sors avec parce ton que tu dois diplôme. avoir une moyenne au minimum même pour devenir professionnel. Parce que si tu l'as pas, tu peux pas. Tu vois, parce donc que ce système-là, pour moi, il est vraiment au-dessus et il devrait être mis partout, tu vois. Je suis Et d'accord. que surtout dans ce système-là, à mon avis, il te prépare à ce qui va se passer après. C'est que là, dans tes centres de formation,
tout le monde pense qu'il va devenir pro, tout le monde pense qu'il va être le prochain Messi, Et tout le monde donc, dit ils ça. préparent pas un plan sur le côté, quoi. Je pense que Mais c'est quand tout c'est très s'arrête, rare tu n'as rien, tu n'as pas de plan B, et là, ça fait mal, tu vois. Et c'est pour ça aussi que des personnes comme toi, avant que ça n'arrive, Mhm. Ouais, doivent, doivent être là. doivent être là. C'est aussi pour ça que dans ma démarche aussi, euh, j'ai été justement conscient de ce que tu viens de dire par rapport à l'école. Et dans mon accompagnement, ou en tout cas dans les projets, différents projets que j'ai, les différentes palettes que j'ai, ben, je me dis, voilà, ok, l'école ne prépare pas à ça. Moi, je vais essayer de pouvoir accompagner les jeunes à l'école par rapport à telle ou telle chose. Comme je dis, pour moi, ce qui est central pour les jeunes, c'est l'identité. C'est d'abord d'apprendre à se connaître. Et donc, du coup, ben, j'espère, en tout cas, voilà, 2026, dans un futur proche, en tout cas, que je pourrai le faire. Parce qu'il y a le côté football, mais j'ai aussi ce battement de cœur là aussi au fond de moi de pouvoir justement accompagner ces jeunes à ce niveau-là. De se dire, OK, euh, l'école ne vous apprend pas tel ou tel aspect, mais c'est à vous aussi de mettre en place tel ou tel aspect. Et donc, justement, cet accompagnement que l'école ou les profs n'ont peut-être pas le temps ou ne le font pas parce que ça n'a pas été mis en place, Mhm. ben, moi, j'essaie de pouvoir le mettre en place. En tout cas, bon, j'espère que ça va se faire dans le futur. Ouais, super. il faut éduquer tout le monde à tous les niveaux, je pense, pour qu'ils puissent comprendre vraiment ce que c'est réellement et ce que ça fait. Parce que c'est vrai que, comme on dit, on voit le joueur de foot, on a toujours l'impression que tout va bien, mais il y a beaucoup plus que ça. Et il faut en faire beaucoup plus à tous les niveaux. Et c'est certain, quoi. Mais c'est un sujet assez vaste, hein. Je pense qu'on pourra Ouais, en parler pendant très longtemps. vraiment. Donc, Oh oui. malheureusement, le podcast touche presque à sa fin. Donc, avant de passer à la question undercover, je voulais juste encore te poser une dernière question. Mhm. Donc, parce qu'on a parlé beaucoup de mental. Et donc, moi, la dernière question que je voulais savoir, c'est selon toi. Donc, c'est est-ce que le mental, c'est quelque chose d'inné? Donc, il y a des gens qui naissent avec Mhm. et d'autres pas. Ou alors, c'est vraiment chez tout le monde, on peut le travailler. Donc, toi, tu travailles autant dans le sport que dans Ouais, le c'est plus. management, autre chose. Donc, il y a des gens qui sont faits pour diriger. Mhm. Et donc, il y en a d'autres qui sont faits pour réussir. Et donc, voilà, même si parfois on ne voit pas directement, mais le fait d'avoir peut-être cette préparation, ce coaching mental peut les aider à exploser. Alors Mhm. qu'il y en a qui peut-être qu'ils ne l'auront jamais, en fait. Qu'est-ce que toi, tu en Ouais, penses? ça se travaille. Ça se travaille. Effectivement, il y en a qui l'ont de manière innée. Je prends par exemple, allez, mon exemple à moi, ça m'a fait sourire parce que je suis tombé sur, retombé sur une image de moi quand j'avais 5 ans et je venais de perdre un match. Et j'étais en maternelle, j'ai perdu un match. Et dans mon regard, en fait, je me disais, mais purée, c'est comme si en fait c'était déjà écrit. Donc, il y a cette arène-là qui est dans chacun de nous, mais on ne sait pas comment nécessairement Des mots l'utiliser. dessus, Voilà. etc. Et donc, du coup, c'est intéressant d'avoir une personne justement qui vient t'aider à mettre les mots. Et ce qui est bien aussi, c'est comme j'ai dit, c'est que le parcours de vie aussi, ça aide énormément. Parce Ouais. que, bon, si tu as eu une vie où on était là, justement, malheureusement, c'est ce qui se passe aussi avec certains parents aujourd'hui. C'est que voilà, on veut tout faire pour l'enfant et tout ça. Donc, ça, entre guillemets, ça aide pas. Parce que justement, c'est après qu'il va le payer au niveau mental. Mais une personne qui, comme un enfant, bah, un bébé, quand il essaie de marcher, il tombe, bah, on le regarde, il se lève, il marche. Donc il y a ce côté-là de se dire, bah, en fait, je vais le laisser. Je vais le laisser On un peut petit peu. affronter des difficultés pour qu'il Voilà, se affronte les l'acquérir un peu. difficultés, voir un petit peu. Moi, je reste autour, mais voilà, je l'accompagne. Il tombe, il se relève, il cherche les solutions par lui-même. Et puis, voilà, il avance. Donc, dans tout ce qu'on fait, que ce soit pour un projet entrepreneurial, même pour monter une boîte ou pour quoi que ce soit, on a besoin de mental parce que du jour au lendemain, tu viens avec un business plan, tu viens avec quelque chose, ben, tu vas pas avoir les fonds, tout va pas se passer comme tu veux. Donc, si ça se passe pas comme tu veux, ben, Qu'est-ce qui se passe à mentalement la première aussi, difficulté, quoi? Soit tu voilà. t'arrêtes, soit tu continues. Exactement. Et il y en aura d'autres encore des difficultés. Donc aujourd'hui, la première année, c'est bien passé. La deuxième année, le chiffre d'affaires, il n'est pas comme tu veux. T'arrêtes, tu continues, qu'est-ce que tu fais? Bah, si t'arrêtes, pourquoi tu vas arrêter? Pourquoi pas, en fait? Donc voilà, je pense que ça peut se faire à tous les niveaux. Et voilà, moi, je reste disponible en tout cas. Super, donc de toute façon, on va donner tes coordonnées à Chris Coffey. N'hésitez pas, cherchez-le sur les réseaux sociaux. Donc, malheureusement, comme je dis, notre podcast touche à sa fin. Mhm. Donc, comme j'ai dit, on a une petite habitude ici sur notre podcast. Donc, on demande à notre invité donc, de nous donner une petite anecdote, petite information un peu sucrée-salée. Bien croustillant, Donc, Antoinette. oui, c'est ça, croustillant. Hein, donc, voilà, qui sort un peu de l'ordinaire que tu aurais pu rencontrer dans ta jeune carrière. Euh, Bon, dans ma jeune carrière, elle n'a pas été super longue. Mais moi, ce qui m'a marqué, qui m'a fait plaisir, si je peux dire ça comme ça, c'est en collaborant avec iFrec. En fait, on a eu une session avec, je crois que c'était le Celta Vigo.
Et les joueurs, en fait, étaient sur le terrain. Ils ont eu leur match de détection, etc. Et quand ils ont fini, ils n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'on avait encore une session d'entraînement. Ils devaient faire un passing. Ils disaient, ah, mais coach, on a fini l'entraînement. Enfin, le match, pourquoi est-ce qu'on doit faire un passing? Ils nous prennent pas, et puis c'est fini. Et donc, ils font le passing et tout. Et bon, comme c'est en espagnol, moi, je sais pas, j'observe et je capte quelque chose. Et je leur dis, les gars, il est en train d'observer quelque chose de particulier dans ce que vous êtes en train de faire. Et quand ils ont fini l'exercice, parce que moi, je suis resté sur le terrain, et ils sont partis pour savoir qui allait être pris, etc. Mais il y en a qui ont été pris, en fait, finalement, avec ce qu'on a fait. Et donc, voilà, certains qui ont dit, ah, voilà, coach Chris et tout nous a donné des petits tips et tout ça, et ça fonctionnait. Et donc, ouais, c'est pour dire que chaque détail compte. Chaque détail compte, même quand en tant que joueur, des fois, il y a des choses que tu négliges, tu te dis, ouais, j'ai fait juste une passe. Non, mais en fait, on a regardé ta coordination. On a regardé ça, on a regardé ci, on a regardé ça, ta manière de gérer. On a eu des matchs où on nous a dit de ne pas siffler carrément les fautes, juste pour voir comment est-ce que les joueurs se comportent quand ils reçoivent un coup. Donc, Oui. tout ça, ça reste intéressant. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que de voir que je leur avais apporté ça à ce moment-là et que ça payait après, c'était satisfaisant. Voilà, précision du détail, quoi. C'est ça Du détail. on va retenir. Ouais, qui fait la défense. Donc Ouais, c'est vrai voilà. qu'on n'en a pas parlé, mais les tests aussi, c'est quelque chose où il faut être fort mentalement. Hein. Exactement. On aura l'occasion, On peut-être. aura sûrement l'occasion d'en reparler. Donc, Je vais quand même dire quelque Ouais. chose, c'est que je collabore aussi avec Georges Capin, peut-être que vous connaissez, Mhm. de Ecosport. Ouais. Voilà, je vais quand même on a le déjà dire parce que entendu parler. je l'ai pas dit au départ. Donc C'est voilà, important. Oui, oui. voilà. Il faut collaborer, c'est bien ça. Ça permet d'ouvrir des portes. Mais c'est vrai. Donc Oui, voilà, c'est comme clair. nous, on est toujours prêts à collaborer avec tous ceux qui, comme nous, aiment le football. Ouais. Et on va toujours essayer de faire découvrir les coulisses de ce sport qu'on aime tant. Donc merci à vous, chers auditeurs, auditrices, d'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker et faites des commentaires sur le sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Merci et à très bientôt. Merci, Bachek. Merci. C'est Ah bah, Merci, Chris. Merci je Chris. vous en prie. Merci à vous.